mais attends, si t'as le bac, tu vas faire quoi? Bah, je sais pas, mais viens faire archi. C'est comme ça que j'ai fait archi, en fin de compte. Et il était où? Il était à Paris-Belleville, le mec. Ah ouais, vous êtes architecte d'urgence, c'est quoi ça? Alors, ah ouais, vous construisez? Ah bah non, Je suis conscient d'une chose, c'est qu'un, je vais pas reconstruire le pays en entier. Ah bah, il faut arrêter l'amateurisme, ouais. Le 16 septembre, dans le jardin de l'hôtel Paul Delaroche d'Abwent, nous avons reçu Patrick Coulombelle, architecte cofondateur de la fondation Architectes de l'Urgence. Patrick Coulombelle revenait tout juste de Beyrouth, au Liban, cruellement frappé le 4 août par 2 explosions mortelles et dévastatrices. Cet entretien était conduit comme une interview classique, mais pour une plus grande fluidité et laisser toute la place à notre invité sur les missions de la fondation, son parcours et ses prises de position incisives, comme il les qualifie lui-même, nous avons fait le choix de ne pas reproduire les questions. Patrick Coulombelle, c'est à vous. Souvent on m'a dit putain, tu fais souvent la gueule quand on voit ta tête comme ça à la télé ou un truc comme ça, tu fais souvent la tronche. Ouais, mais il faut voir le contexte. Ah ben, vous rentrez d'un pays où il y a eu 20 000 morts, ah ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Bah t'as pas de quoi être mort de rire, hein, déjà. Donc ça, c'est un premier sujet, ça. Après, c'est forcément, tu fais forcément la gueule, parce que le contexte fait que tu ne peux pas être mort de rire. Moi, j'arrive pas à être mort de rire parce que ça me touche aussi. Et c'est pour ça que je peux faire la tronche. Par contre, j'ai pas envie d'être fâché avec les gens. Moi, je préfère, d'ailleurs, on peut titiller un peu, ça c'est pas grave. Dans mon histoire familiale, j'ai un père et ma mère qui ont été récupérés par les Croix-Rouges, différentes Croix-Rouges, à des moments différents de leur vie, en étant pour ma mère enfant et pour mon père un jeune adulte. Et donc, comme je suis un fils de bénéficiaire, j'ai jamais imaginé, le premier jour où je suis allé m'inscrire en école d'architecture, j'ai jamais imaginé un instant que je ferais un métier d'architecte de vedette, d'architecture avec un attaché-caisse je sais pas le faire, ça n'a jamais été ma vision. J'ai toujours une vision qui était celle de dire, je dois être dans un métier qui est proche de ce qui me parle, et ce qui me parle, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est mon histoire, et puis c'est tout, quoi. Alors, c'est pas grave, c'est pas forcément compliqué. J'en suis pas malade, voilà, je fais pas de cauchemar, je suis pas en post-traumatisme et tout ça. Cependant, ça fait quand même partie de mon histoire. C'est un jour, je faisais du bateau à l'époque, parce que moi j'étais passionné de bateau et de voile. Je faisais de la course, d'ailleurs, très jeune j'en ai fait. Et je partais sur un convoyage de bateau, et puis en Normandie, je faisais du stop, j'avais pas de roue pour prendre le train. Il y a un type qui s'arrête, il avait une Alfa Romeo, le mec. Type sympa, jeune mec, je dis ouais, tu fais quoi toi? On discute. Il me dit, moi je suis étudiant en archi. Je dis ouais là. Puis je me dis, mec, il a une Alfa Romeo, donc quand t'es à pied, c'est quand même mieux, quoi. Et le gars, je lui dis, ah ouais, et puis t'es où? Il me dit, je suis à telle école, ça. Puis le gars, on est devenus copains, comme ça, quoi. Et je l'ai revu, puis il me dit, mais attends, si t'as le bac, tu vas faire quoi? Je sais pas, mais viens faire archi. C'est comme ça que j'ai fait archi, en fin de compte. Et il était où? Il était à Paris-Belleville, le mec. Il aurait pu être pire, hein, il aurait pu être à la Villette, hein. J'ai eu du bol, hein. Donc le choc que j'ai eu, c'est je suis passé de l'usine à faire des butées d'embrayage à Paris-Belleville, où alors les mecs ils me parlaient de... Moi j'étais allé au départ pour faire des bateaux, parce que moi je pensais que dans les écoles d'architecture, je connaissais pas de gens architectes. Je viens d'un milieu, moi, je connaissais pas un seul mec architecte, zéro. C'est comme ça que je me suis retrouvé en école d'architecture, et j'arrive à l'école, ils avaient jamais bossé, quoi. Ils savaient pas ce que c'était, puis les mecs ils étaient tous socialistes. Ils étaient tous à gauche. Je dis ouais, c'est tous à gauche. Moi je sortais de l'usine, c'était dans les années 80, c'était le début des grandes années socialistes et tout ça. Moi j'étais avec les communistes à l'usine, moi. Putain, c'était quelque chose, quoi. Eux ils étaient tous socialistes. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, ils m'expliquaient ce que c'était que la politique, tout ça, c'était bien. Ils me parlaient de Le Corbusier, des mecs comme ça, de Siriani. Moi je disais putain, ils jouent dans quelle équipe, quoi? Je savais pas, je croyais que c'était du foot au départ.
Enfin, moi, j'ai une vision des choses où je pense qu'un projet n'est pas une fin en soi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans nos métiers, celui d'architecte notamment, qui faire un beau dessin, c'est une fin en soi. Moi, j'aime pas dessiner, ça m'emmerde. Je dis pas que voilà, il faut pas le faire. C'est pas mon truc. J'aime bien construire, par contre. Et dans nos métiers, ça prend un sens à partir du moment où ça sert à quelque chose. Et quand ça sert à quelque chose, c'est pour mettre des gens en dessous. Si on n'utilise pas sa compétence pour construire, alors c'est bien de faire des dessins, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Au départ, quand moi j'ai toujours suivi ce qui se passait dans le monde au niveau des catastrophes, parce que je trouvais ça, la puissance de la nature, je trouvais ça assez incroyable, assez génial d'ailleurs. Quand je dis génial, c'est voir la puissance de la nature qui est géniale. Après, le dégât que ça peut faire sur les populations, c'est quelque chose de terrible. Très jeune, j'ai toujours été intéressé par les tremblements de terre, par la météo, et puis j'ai une histoire où j'ai fait aussi la météo, je sais ce que c'est. Puisque j'ai eu un autre métier avant, j'étais marin, donc j'étais confronté à une vie qui est une vie, on est en extérieur, on est avec les éléments. Et ça, dans le métier d'architecte, on a quand même affaire à souvent des doux rêveurs, quoi. Alors c'est bien de rêver, mais il y a un moment, faut atterrir aussi. Puis quand on est dans la vraie vie, avec des gens qui prennent la maison sur la figure, ou avec des grosses catastrophes, genre les tsunamis, genre des grosses cyclones, on a une approche qui est plus la même, parce que là, on se préserve en tant qu'individu. Quand j'ai démarré l'école d'architecture, parce que tout a démarré là, je me suis dit, mais je me voyais dès le début, j'ai imaginé, c'était dans ma tronche, ça, de faire un truc genre Médecins sans frontières, mais sauce architecte. Dans le côté Médecins sans frontières que j'aimais bien à l'époque, qui était celui des mecs qui partent devant et puis qui font les choses là où il n'y a plus personne, quoi. Ce côté-là, c'est celui que je garde et c'est celui que je pense qu'il faut conserver, parce que c'est là où on existe. À l'époque, ce qu'on s'est dit, c'est on est parti de la réflexion du dernier tremblement de terre qu'il y avait en Italie à Amatrice. Et à Amatrice, il y avait un sujet qui était de dire bon, on a des bâtiments de patrimoine, des machins qui ont 200-300 ans, plutôt en bon état, mais bon, voilà, construits comme on faisait à l'époque. Il y a un petit séisme et tout tombe, et puis en plus, il y a quoi? Il y a 10% de la population qui meurt, ce qui est énorme, quoi. Je veux dire, 10%, c'est monstrueux, quoi. C'est un vrai chiffre. Et ça, c'est grave. Et à ce niveau-là, il y avait deux solutions. Il y a une solution qui est celle que vont nous pondre les ingénieurs en disant, il y a une norme, il y a une référence, il faut suivre l'Eurocode, machin, pour, en l'occurrence le 8, pour tout ce qui est parasismique, et on va refaire du parasismique. Sauf que les gens, dans une copro, ils n'ont pas les ronds, donc ils le feront jamais. Conclusion, ils vont attendre de mourir. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut pas au moins sauver les gens en faisant des tables, des systèmes de lits qui soient des choses pour que les gens puissent rester en dessous. Si ça tombe, ils sont en dessous, et au moins on peut venir les chercher, quoi. Ça servait simplement à ça. Et ça, je pense que ça, c'est du bon sens. Alors, on a un facteur déclenchant dans notre système. Le facteur déclenchant qu'on a, il est un appel à l'aide internationale de la part d'un pays. La raison pour laquelle on est allé au Liban, il est là, il n'est pas ailleurs, quoi. Je crois que c'est le Premier ministre, c'est ça, libanais, qui a lancé un appel à l'aide internationale. Donc dans ce cadre-là, comme c'est un problème de construction, nous on y va. C'est-à-dire que là, on s'organise très vite. Après, il y a un problème de logistique qui se met en place, et notamment pour transporter de la camelote dans des containers, c'est pas évident. Donc on a le centre de crise du Quai d'Orsay qui nous aide. C'est d'ailleurs eux qui affrètent les bateaux, c'est eux qui affrètent les avions généralement, et puis nous on pousse des palettes là-dedans, quoi. Et après derrière on le gère quand ça arrive sur place. C'est des opérations qu'on fait assez fréquemment, parce que on a fait une grosse opération l'an dernier sur le Mozambique, et on fait des opérations comme ça au cours de l'année. On en fait 2-3 par an, quoi, généralement. Soit Haïti, Madagascar, on fait en fonction des crises qu'il y a dans le monde. La corruption intervient là tout de suite. Aussitôt qu'on pose le prix, on dit il faut aller là-bas parce qu'ils sont. Oui, mais pourquoi? Parce qu'après c'est son cousin, son oncle, son frère, sa tante. Enfin bon, c'est très fréquent ça. Donc ça, faut faire gaffe. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut le faire avec parcimonie et intelligence. C'est comme à Beyrouth. Si à Beyrouth on va aider que les chrétiens, et que les chrétiens qui sont les maronites et pas les orthodoxes, et on va pas chez les chiites, et ben ça c'est un problème. Et c'est ça qu'il faut essayer à faire. C'est-à-dire essayer d'aider tout le monde. Sinon ça prend pas de sens. Sur les gros tremblements de terre, par exemple, je pense que on a toujours essayé d'aller le plus proche de l'épicentre,
Et de là, on rayonne pour voir là où il n'y a pas trop de monde et on essaie de se mettre là où il n'y a pas trop de monde. Moi, je suis conscient d'une chose, c'est qu'un, je vais pas reconstruire le pays en entier. Enfin, il y en a qui le croient, moi pas. Donc, quand on a reconstruit le pays, non, c'est pas vrai. Moi, on intervient pour faire quelques exemples à des endroits précis. Et on essaie d'être à des endroits où c'est plutôt délaissé et où on pourra travailler avec des gens qui ont vraiment envie. Et toute la foire des ONG avec les drapeaux, les machins, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Pour donner un exemple précis, lorsqu'il y a eu les Philippines avec c'était le cyclone Yolanda, lorsqu'on est arrivé là-bas, toutes les grosses équipes humanitaires sont tous allées sur Tacloban, où il y avait eu effectivement 3000 morts, 4000 morts, et parce que c'était à cet endroit-là qu'il y avait le plus de morts. Sauf que les endroits qui avaient été touchés, il y avait des îles qui étaient à 400 km de là, où il y avait personne. Et nous, on s'est retrouvés à ces endroits-là, on a travaillé, je dirais quasiment pas tranquillement, mais on a travaillé dans des conditions qui étaient acceptables, ou avec un contexte d'ailleurs qui était un peu moins pire, mais avec des gens qui étaient aussi dehors, quoi, et qui avaient besoin de logement, d'école, enfin voilà. Donc c'est aussi une approche. Je pense qu'il y a des gens qui aussi, c'est comme les phénomènes de foule, hein, il y a des gens qui aiment bien se mettre dans les foules ou dans les transports en commun. Moi, pas trop. Et je pense que c'est pas une bonne solution. En plus, on a plutôt intérêt à se répartir. Et puis dans le transfert que l'on a, nous, en tant que professionnels de la construction, parce que architecte de l'urgence, quand on intervient d'abord comme des professionnels. On n'intervient pas comme des humanitaires lambda. Je fais pas de médecine, mais je fais de la construction. Et quand je fais de la construction, j'essaie qu'on montre des exemples qui soient des choses de qualité, des prix qui soient acceptables, avec des matériaux locaux, en faisant travailler les gens sur place. Donc ça a l'air d'être un détail, mais ça, il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire. Parce que déjà, nos métiers, ils sont pas simples. Le faire dans des contextes où les gens, ils ont tout perdu, où il y a eu des morts et compagnie, c'est une sacrée difficulté, parce que, par exemple, on s'est rendu compte d'une chose, s'il y a eu beaucoup de morts, on est incapable de reconstruire dans les semaines qui suivent. Quand je dis qu'on est incapable, c'est qu'on est incapable de trouver des gens qui vont pouvoir le faire. On va être incapable ils sont tellement choqués, abattus, que ces gens-là, ils ont besoin d'un temps qui est parfois de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, genre en Indonésie, pour relancer la construction à proprement parler, ça a mis des mois. Parce que les gens, ils étaient, c'est tellement trop ce qui s'est passé, c'est tellement incroyable, c'est tellement pas possible que c'est un choc absolu. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça met un temps. Pourquoi on fait ça? C'est relativement simple. Moi, j'utilise souvent une expression, je dirais, on se barrera d'ici quand on aura fait au moins une école. Je dis souvent ça. Pourquoi? Parce que on trouve pas facilement, mais on trouve des moyens pour faire des écoles, parce que c'est une empathie pour les enfants, c'est la vie qui reprend le dessus et tout ça. Et puis on sait aussi que, par expérience, ça c'est une grosse catastrophe, baby boom. Hein. Il suffit là on se balade dans la rue, là, on est après le début du confinement, on est à quelques mois, il y a beaucoup de femmes enceintes, et c'est normal, quoi. Il y a un réflexe de l'humanité de refaire des gosses derrière, quoi. Et ça, donc il faut des écoles, et on a même fait des écoles dans lesquelles au départ il n'y a pas beaucoup d'enfants, et puis après qui s'est peuplé dans les années qui ont suivi. Ça veut dire qu'il faut un système éducatif, un système de formation qui soit adapté, qui puisse être utilisé localement, et ça c'est un sujet. Et c'est un sujet dans lequel les fameuses histoires de coordination, il y a toujours des gens qui veulent nous coordonner. Dans l'humanitaire, nous, il y a des gens, je coordonne, ils coordonnent. Généralement, un mec qui coordonne, c'est parce qu'il sait pas faire autre chose. Hein. Souvent, je me suis rendu compte que c'est des gens qui savaient pas faire, ils avaient pas de valeur intrinsèque. Et ça a une valeur quand même, la coordination, sur faire des écoles, mais il faut des profs, faire des maternités, il faut des sages-femmes, il faut des médecins. Vous faites un centre de santé, il faut aussi des gens pour soigner derrière. S'il n'y a pas ça, ça marche pas. Je vais pas être identifié ça. Moi, je suis pas un bon architecte. J'ai toujours construit un tout petit peu, c'est tout, c'est pas grave. Moi, je vis très très bien comme ça. Je pense que les architectes en France, ils ont une culture, ils ont une espèce de culte de personnalité aussi. Et on est souvent sur une ligne de pensée qui est toujours à peu près pas la même, mais pas loin, d'être dans un système où il y a des vedettes, et puis il faut absolument faire un geste architectural. Je fais partie de ceux qui pensent vraiment qu'il faut être architecte, et que si on est ingénieur en même temps, c'est pas plus mal, et que c'est même beaucoup mieux. Si on décortique la technique, si on vire la technique et puis on fait plus que du dessin,
Après, qu'est-ce qu'il fait? On file ça à des gens qui vont bricoler. Je pense qu'il faut mettre les mains dedans. Donc ça, c'est une vision des choses. Après, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais moi, je me gêne pas pour le dire. Ce qu'on essaie de faire et qu'on met en place depuis des années, là, ça fait depuis... on a vraiment mis les doigts dedans en 2005. Depuis 2005, on est passé à un stade où on s'est dit, c'est terminé, on ne travaille plus en essayant de faire travailler uniquement l'artisan du coin, puis d'être la version appel d'offres, contrat et compagnie. J'ai compris que si on faisait ça, on était mort, on avait zéro plus-value. Parce que n'importe qui peut le faire. Il suffit de dessiner il y a un mec qui dessine un truc à Paris, il l'amène à Bandacci. À Bandacci, on trouve une entreprise qui est à Sigli, et puis le mec qui construit, puis terminé. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Et donc l'idée, c'était de dire, on va travailler, mais comme on travaillait avant. C'est-à-dire, l'architecte, il faisait tout. Il était à la fois entreprise, il savait faire les plans, il était capable de dimensionner, il était capable de gérer les ouvriers, de gérer les comptes, et c'est pour ça qu'on arrive à des résultats. Et c'est pour ça qu'on arrive à pas être trop cher, c'est pour ça qu'on arrive à faire travailler des gens sur place. La seule chose qu'on importe, entre guillemets, ou qu'on essaie d'apporter localement, c'est la technicité par des gens de qualité, des gens qui savent à la fois faire les études de sol. On fait nos études de sol en interne. Quand je dis ça, les gens, ils hurlent. C'est pas compliqué, on a des pénétromètres à main, ça coûte 1500 balles, on les achète à Bangkok, ça marche très très bien. Bon, voilà. Alors on descend pas à 15 mètres, mais on arrive à faire des études qui tiennent la route, on dessine derrière ça, on dimensionne nous-mêmes et on construit. Et ça, on sait le faire. Et je veux dire, pourquoi on sait le faire? Parce qu'on met les gens en face, on a toute la chaîne de la construction qui est là. C'est une approche qui est... on travaille sur deux sujets, la typologie de l'habitat local ou de la construction locale, de manière à trouver des technicités qui sont dans le localement, pour pouvoir se les approprier, les faire évoluer, faire du parasismique, ce genre de choses très fréquemment, c'est ce qu'on fait. Et puis, en parallèle, on fait la même chose sur les matériaux. C'est-à-dire que les matériaux, c'est important de trouver des filières. Il y a par exemple, moi j'ai vraiment une expérience intéressante qu'on a faite au Pakistan. Au Pakistan, on a fait des maisons à 700 €. Faire une maison à 700 €, c'est quand même pas cher, quoi. C'est que dalle, hein. C'est le prix d'une grosse tente, hein. On a fait ça avec des briques qui étaient faites localement, avec les décoctions du riz. Elle venait des briqueteries qui est faite en local. Ils ont cramé ça tout doucement là pendant des jours. Ça met 3 semaines à faire un four pour faire cuire les briques. On utilisait ça. On importait qu'une seule chose. Il y a qu'une chose qui venait d'un peu loin. C'était on avait quelques pièces d'acier qui permettaient à faire des chaînages et c'était le seul moyen qu'on avait trouvé de manière à faire des renforcements. Et le reste par des appareillages de briques, par l'utilisation d'un tout petit peu d'acier à des endroits spécifiques. On faisait des petites maisons toutes simples, parasismiques. On a réussi à faire ça tout simplement parce qu'on a mis de la technicité. On prend l'exemple du Liban, on a envoyé l'équivalent d'un gros semi-remorque de matériaux qui ont été distribués aux partenaires qu'on a localement pour pouvoir travailler. Mais on a notamment un bon partenaire qui s'appelle Wurt qui nous donne du matériel avec lequel du matériel de bonne qualité d'ailleurs. Ça c'est vachement bien parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on va aider les gens, faut pas y aller avec son surplus, quoi. Là, sur Beyrouth, il y a une grosse similarité avec... c'est exactement le même phénomène physique que ce qui s'est passé sur AZF, où AZF, on a travaillé quand même pendant... on a laissé du monde là-bas presque 1 an et demi, presque 2 ans, quoi. Et donc c'est la même problématique. Donc une explosion et un petit séisme qui est généralement pas trop générateur de désordre sur les bâtiments, mais il y a quand même un petit séisme qui en l'occurrence était d'une magnitude supérieure à 3,3 de magnitude, c'est pas énorme. Et après, il y a un effet de souffle qui, lui, est très dévastateur. Donc, et en particulier sur des constructions qui sont, entre guillemets, légères. Notamment les constructions en acier, qui, elles, supportent très très mal ça. Donc, il y a plein de trucs pliés avec des effets de souffle relativement importants. Tout ce qui est en structure en maçonnerie, fait, dans les règles de l'art, comme on les fait en béton, ça supporte assez bien. Par contre, tout ce qui est menuiserie extérieure, tout ce qui est faux plafond, tout ce qui est le second œuvre dégage. Ça souffre vraiment, et plus on est près du point d'explosion, plus il y a des destructions importantes. Toulouse, ils ont mis 10 ans, c'était pas de cette ampleur, c'était pas autant en centre-ville, mais ils ont mis 10 ans à régler le problème. Là, déjà déblayer tout ce bazar et puis avoir des projets puis des moyens, parce qu'aujourd'hui
au niveau économique, c'est quand même pas simple pour eux. Je pense qu'on est parti pour un petit truc. Mais c'est aussi une occasion pour redynamiser l'ensemble. C'est effectivement la relation entre la ville et le port, elle est clairement à établir. Et ça, c'est aux Libanais de le faire, quoi. Je veux dire, on n'est pas, la relation avec le port. Est-ce que ça doit être un port comme ça? Est-ce que ça doit être un port pour mettre des bateaux de commerce? Est-ce qu'on doit mettre une zone, comment dire, industrielle à cet endroit-là? C'est toutes ces questions-là. Il y a une chose importante que je voudrais dire sur Beyrouth. Il faut quand même, enfin, on pourra changer de sujet éventuellement, mais quand on fait une histoire tout à fait récente de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, la ville de Beyrouth a été particulièrement touchée, et notamment les secteurs chrétiens. La vraie question qui se pose, que beaucoup de gens que j'ai rencontrés, évidemment, étaient touchés, disaient, bah ouais, mais nous on est touchés, et puis on va se barrer, quoi, on en a marre, quoi. On a une crise économique, il y a plus de boulot, il y a une poussée clairement au niveau politique avec le Hezbollah, c'est compliqué, et en même temps, c'est ce qu'ils disent, et en même temps, là il y a ça qui pète. Et ils se sont dit, c'est une attaque, quoi. Beaucoup de gens disaient, putain, on va se barrer. Alors c'était l'aftershock, c'était juste après, hein. C'est une vraie question parce que nous, on a une part de responsabilité, on a au moins des choses à dire, on a au moins des choses à raconter, puis on a surtout à prendre position, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, il y a le président de la République française, pour le coup, qui lui a pris position clairement. Bon, après, on n'aime pas, mais au moins il a pris position en disant, on va pas vous laisser tomber. Ce que ça voulait dire derrière, à mon sens, c'est on va pas laisser les seuls chrétiens d'Orient qui existent encore aujourd'hui là-bas. Parce que en Orient aujourd'hui, quand on enlève ceux qui étaient en Syrie et ceux qui étaient en Irak, je peux même pas parler de ceux qui sont en Turquie, parce qu'en Turquie il y en a quasiment plus. Donc c'est l'un des rares endroits où il existe encore des chrétiens. Alors après, c'est pas la manière dont j'aborde ça, c'est pas du tout religieux, c'est plutôt en même moment, ouais, culturel. Puis en même moment, aujourd'hui, on est en train de faire les procès de Charlie, en ce moment. Et puis on se pose la question de dire ouais, les mecs, les gars chez Charlie, ouais, c'est quand même pas bien ce qu'ils ont fait, tout ça, ouais. Et le seul endroit où il reste des gens et qui pourraient être justement un lien avec ce monde-là, parce qu'ils sont sur place aussi, c'est eux. Et moi, je pense que c'est un impératif. Ça, c'est moi qui le dis. C'est pas la fondation, c'est moi en tant qu'individu. Je pense que c'est un impératif d'aider aujourd'hui le Liban et notamment la ville de Beyrouth à se relever aussi pour ça. Parce que je pense que ça peut être un lien culturel, ça peut être un lien parce qu'ils se comprennent malgré tout, ils parlent la même langue aussi. Il y a un vrai sujet qui est le patrimoine. Ça m'a surpris, ça. Le patrimoine, ça m'a surpris parce que c'était pas comme ça d'emblée. Moi, c'était pas là-dessus que j'étais parti. Ils étaient vraiment partis sur le patrimoine et je me dis tiens, c'est étonnant, quoi. Il y en a une partie qui reste, il y a a priori 600, ce que j'ai compris, 600 bâtiments qui restent a priori, qui sont considérés des bâtiments de patrimoine, mais qui sont pas forcément très vieux d'ailleurs. Qui à l'échelle d'une ville comme Paris ou de la France, bon, des bâtiments de patrimoine chez nous, des machins qui ont 3 siècles, il y en a plein. Là-bas, faut chercher, hein. Mais il y a quand même des bâtiments qui sont anciens, qui sont à réparer, qui ont souffert un peu, et puis ils se disent, bah, on va foutre en l'air les petites baraques pour faire pousser des tours. Parce que c'est ça le gros sujet. Je pense que c'est déjà plié pour Beyrouth, c'est-à-dire que le choix il a déjà été fait depuis bien longtemps, puisque il y a un COS qui permet de monter des tours de plus de 20 étages, qui a un règlement par rapport à ça. Donc ils arrivent il y a des gens qui ont des petites maisons assez sympas avec un bout de terrain. C'est sûr que ça, il va le vendre 5 millions de dollars et puis il s'en va, quoi. Dans les bâtiments qui sont récents, hein, je pense à des bâtiments c'est Bernard Coury, il y a le bâtiment qui a franchement morflé, qui est en façade, qui est juste à côté, hein, du point d'impact. Et puis également de Bonfils aussi, là. Il y a un bâtiment qui est juste derrière, là. Bon, ça a quand même souffert, alors que c'est des bâtiments qui sont récents, qui sont plutôt... la structure des bâtiments, je pense qu'elle a pas touché, mais elle est pas touchée, ou très peu. On avait remarqué des trucs comme ça, moi j'ai pas eu le temps de le faire là, mais on avait remarqué des trucs sur AZF. Et les bâtiments en béton, des tours qui avaient pris l'impact quasiment de travers, et sur la partie haute du bâtiment, on avait eu l'impression qu'il y avait il y avait eu un effet de vrille sur ça s'était légèrement torsadé, ce qui fait qu'au niveau des plafonds dans les angles de la tour, à chaque fois on voyait, plus on montait, plus on voyait des fissures.
C'est pas grave en soi parce que ça affecte pas spécialement la stabilité du bâtiment, mais pour dire que ça bouge quand même, quoi. Moi, j'étais dans des maisons à plus de 10 km du port, avec des verres cassés, quoi. Alors, c'est pas la baraque est pas soufflée, mais les verres sont cassés. Bon, voilà, c'est quand même un sinistre qui est énorme en termes de surface. Ça, c'est impressionnant, très impressionnant. Et puis en même temps, des maisons qui sont en maçonnerie anciennes, des bâtiments anciens. Bon, ils ont morflé, ils sont réparables. Ça va faire du boulot pour la profession, quoi. Faut être clair, quoi. À chaque fois qu'il y a une catastrophe comme ça, derrière, c'est un boom économique. Alors, ça peut être un boom économique. Faut quand même préciser les choses. Faut quand même parler un peu de pognon, parce que si on parle pas de sous, c'est pas drôle. La communauté internationale, via la conférence qui a eu lieu là en vidéoconférence, c'était quoi, une dizaine de jours après, 15 jours après, même pas, une dizaine de jours après, a annoncé un peu moins de 260 millions d'euros pour essayer de réparer l'urgence. Bon, je voudrais pas être méchant, mais quand on voit ce qu'on a mis pour ce qui était sur la table pour Notre-Dame, faut être cohérent, quoi. Je veux dire, en termes de somme d'argent, il y a quand même un sujet là. Je trouve que c'est très très bien qu'il y ait des gens qui donnent pour des causes comme celle-là. Moi, je suis partie des gens qui pensent que c'est très très bien. C'est très bien pour le patrimoine d'une manière générale. Bon, par contre, quasiment un milliard, quoi, on a pas loin d'1 milliard d'euros pour Notre-Dame. Ils vont jamais réussir à le claquer, c'est impossible. Alors, s'ils vont mettre 20 ans, déjà créer un établissement public entre nous. Il y a des choses plus simples à faire, hein. Qu'on fasse du marketing, tout ça, mais qu'ils aient qu'à dire la vérité. Allez, s'ils vont claquer 200 briques, voire 300 millions d'euros là-dedans, déjà, il faudra les bouffer, hein. Et puis, le reste, on peut faire autre chose, mais il fallait le dire aux donateurs. Faut pas mentir aux gens. Après, ils reviennent plus. On leur ment une fois, après, ils reviennent quand? Mais ils reviennent pas. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que là, le programme, ils doivent l'avoir depuis. Ça va faire 1 an et demi, on n'a toujours pas les sous. On sait même pas combien ça coûte. Le titre du bouquin, c'est ça? Arrêtons l'amateurisme au nom de l'urgence. Ah bah, il faut arrêter l'amateurisme, ouais. Ça s'adresse en fin de compte à pas mal de gens. C'est assez, c'est un peu incisif, histoire de rigoler un peu, parce que on s'est quand même assez foutu de ma gueule, parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai entendus du genre, ah ouais, vous êtes architecte de l'urgence, c'est quoi ça? Alors, ah ouais, vous construisez? Ah bah non, je suis restaurateur. Non, mais franchement, j'ai entendu des trucs assez incroyables, et par des gens qui ne connaissaient strictement rien à la construction. Par contre, ils étaient aux manettes du fric. C'est eux qui avaient le pognon pour construire. Et notamment, moi j'ai vu des gens construire des véritables merdes. Quand je dis des merdes, c'est des trucs dans lesquels je mettrais pas mes gosses, hein. Et moi j'ai vu des gens construire des choses inacceptables avec l'argent du contribuable. Et ça, c'est pas normal. C'est pareil que si demain matin, par exemple, je vais me mettre à faire de la médecine. Du genre, je vais commencer à faire des opérations, je sais pas, réduire des fractures, puis si je suis en forme l'après-midi, je ferai une opération du cœur. Tout le monde va hurler, tout le monde va me dire, mais c'est scandaleux, quoi. On n'est pas qualifié, on n'a pas le métier. Et ben notre métier à nous, celui de constructeur, d'architecte, d'ingénieur, au quotidien dans l'humanitaire, il y a plein de mecs qui font notre métier et ils le font mal. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'autant plus que c'est avec le pognon du contribuable. Parce que c'est avec des impôts, c'est avec de l'argent qui vient de la générosité publique, et ça, c'est pas normal. Et c'est là, moi là-dessus, je me bats très largement. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que je m'attendais à être contré un peu sèchement, parce que ce que j'écris, bon, c'est un peu incisif, mais c'est fait exprès. Je m'attendais à avoir des vrais retours. Les seuls retours que j'ai eus, qui étaient un peu agacés, c'était les ABF, parce que je les avais un peu titillés sur Notre-Dame. Par contre, sur les autres, là, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'humanitaire, qui sont des généralistes. J'ai rien contre. Mais des généralistes qui font de la construction, c'est un métier, le bâtiment. Faut pas l'oublier, c'est un métier. Et ça s'apprend, et ça demande de la compétence et de l'expérience. Il faut être compétent, avoir de l'expérience, et puis mettre les gens sur la table qui sont capables de faire. Si on n'est pas capable de faire ça, qu'on reste chez soi, qu'on fasse autre chose, quoi. Après l'entretien, et avant de rejoindre Amiens et la Fondation, Patrick Coulombelle est resté bavarder avec nous autour d'un verre. Il donnait l'impression d'avoir les pieds ici, à Paris, et la tête toujours là-bas, à Beyrouth. Il faut dire qu'il avait de quoi être préoccupé. Maintenant que la sidération est passée, les Libanais doivent réapprendre à vivre et leur priorité est de pouvoir se reloger avant l'hiver. Si vous le pouvez, merci de soutenir la Fondation par un don. www.archi-urgent.com. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast qui nous tenait vraiment à cœur.
Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Abvent, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour découvrir les nouveaux podcasts à venir.